La météo Sud Radio. Avec les fromages de brebis Matoc, l'affineur des Pyrénées. Bon, nous on est à l'intérieur, donc on risque pas d'être sous la pluie, mais il a l'air de faire beau au-dessus de la porte de Versailles à Paris. C'est le cas dans toute la France ou pas, Yaya André ? Se couvre peu à peu et donne des pluies dans la soirée. Enfin, les températures minimales ce matin sont comprises entre 3 et 8 degrés en général, entre 7 et 12 degrés de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen. Cet après-midi, le mercure affiche des maximales de 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés au sud et jusqu'à 19 degrés en Corse. Merci beaucoup Yaya André. Les pronostics hippiques de Sud Radio, on file à Vincennes avec Jean-Paul Delperrier qui nous conseille de jouer le 8, le 3, le 13, le 7, le 5, le 11 et le 10. Des pronostics hippiques que vous pouvez retrouver tranquillement sur sudradio.fr si vous n'avez pas tout noté. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Le stand de la coopération agricole, je le disais, c'est une marque sur 3 de ce que vous mangez qui est produite par des coopératives agricoles. On est dans le hall 4, les amis. Sud Radio est présent jusqu'à midi aujourd'hui au Salon de l'agriculture, la plus grande ferme du monde. Alors on va parler de la consommation, on va parler de vous, chers amis qui nous écoutez. Est-ce que vous êtes prêts à consommer français pour aider vos agriculteurs? Continuez à donner votre avis, vous répondez tous, à plus de 80% d'ailleurs, oui sur le Twitter de Sud Radio. On va en parler, notamment parce que il y a des agriculteurs qui s'inquiètent, qui sont parfois en détresse, voire en colère, et c'est de ça qu'on parle tout de suite avec notre nouvelle invitée. Véronique Lefloc qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous Véronique. Bonjour. Présidente de la coordination rurale. Alors vous avez beaucoup progressé aux dernières élections des chambres d'agriculture. Vous avez ravi en tout 14 chambres et on devient le premier syndicat agricole si Haut-du Sport 2, oui, voilà. la première équipe qui a 2 quoi. Exactement, bon, enfin c'est facile de dire qu'on a gagné quand on divise par 2 le score des autres quand même, mais bon, non, mais ils sont à 2. C'est de bonne guerre. Ils sont à 2, effectivement, vous êtes arrivé donc juste derrière l'alliance entre la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Je précise qu'on recevra d'ailleurs le président des jeunes agriculteurs dans cette matinale à 10h45 sur Sud Radio. La coordination rurale qui est devenue dans l'esprit des Français le syndicat des bonnets jaunes, le syndicat aussi des agriculteurs en colère, vous le confirmez? Eh bien écoutez, quelle raison on aurait de ne plus être en colère? Est-ce qu'on a été satisfait dans nos attentes? Je pense qu'il suffit de circuler dans le salon, un peu partout, et de demander aux agriculteurs qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien. Pour le moment, rien. Et pourtant, ça contraste un petit peu ce que vous nous dites avec ce qu'on a pu voir hier. On s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron soit à peu près aussi chahuté que l'an dernier. Ça avait été très difficile. Il y avait eu des sifflets, des bousculades assez violentes. Hier, globalement, le président de la République a été plutôt bien accueilli. Il y a une loi qui vient de passer. Elle est plutôt correctement accueillie par les agriculteurs. Alors, plusieurs choses. D'abord, on a compris que le président ne pouvait pas nous comprendre. Vous lui avez parlé pourtant. On lui a parlé, on lui a répété, enfin je lui ai répété ce que je lui avais déjà demandé au nom de la coordination rurale il y a 1 an. Il y a des agriculteurs qui attendent ce qui nous a été promis. Les prêts de consolidation, les prêts de restructuration, les années blanches. Tout ça n'est pas encore effectif. Il faut dire la vérité aux citoyens et aux agriculteurs. Ensuite, le président a reparlé bien sûr de la loi d'orientation agricole, mais personne ne connaît l'orientation de cette loi. L'orientation devrait être économique pour pouvoir faciliter l'installation des jeunes. Et ça vous suffit pas aujourd'hui, ce qui est en place concrètement? La première demande que vous faites aujourd'hui, c'est quoi précisément au pouvoir public? Eh bien justement du revenu.
tout doit être fait, toutes les conditions doivent être mises pour justement ramener du revenu dans nos exploitations. Et ça s'adresse d'abord à tous les industriels qui nous achètent nos marchandises. Alors ça, c'est une première chose. Il y a des négociations en ce moment. On va en reparler d'ailleurs, parce que précisément, parfois, les Français sont d'accord pour aider les agriculteurs et en même temps, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Donc, c'est important aussi d'en parler. Mais avant ça, parlons de la production. C'était évoqué par notre invité, notre hôte, même d'ailleurs Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Concrètement, est-ce qu'il faut aider les agriculteurs français, c'est ce qu'il dit, à produire moins cher? Et comment on peut le faire? Alors déjà, il faudrait qu'ils puissent continuer à produire, parce que pour les nouvelles générations ou les générations à venir, eh bien, ils vont s'installer dans des fermes dans lesquelles il n'y aura pas eu les investissements suffisants pour maintenir les outils en état. Et aujourd'hui, moi qui étais banquière, si on compare l'investissement pour une vache ou pour un cochon entre les années 2000 et les années 2025, 25 ans après, ça coûte beaucoup plus cher. C'est 4 à 5 fois plus cher. C'est-à-dire? Eh bien écoutez, pour une vache, vous étiez sur 2000 € la vache, pas le prix de la vache, l'investissement pour la traire, pour la loger, la nourrir, 2000 € en 2000, et aujourd'hui on est sur plus de 10 000 à 15 000. Qu'est-ce qui a augmenté dans ces 8 000 €, plus de 8 000 € d'augmentation, c'est quoi? Eh bien écoutez, le prix des structures, le béton, la charpente, l'acier, le matériel. C'est l'inflation de nos investissements de la structure. Mais on peut pas faire une loi pour baisser le prix du béton. Eh bien non, mais c'est peut-être justement le problème en agricole où on voudrait mettre des subventions, et ces subventions, à chaque fois qu'elles sont annoncées, sont captées en partie par justement tous ceux qui interviennent pour construire ou faire ces investissements. Effectivement, parlons maintenant d'un autre aspect. Il y a des négociations sur les prix de ce qu'on va manger pendant des mois et des mois. Des négociations tendues. Les représentants d'ailleurs de la grande distribution le confirment. On avait entendu notamment sur le service public le président d'Intermarché qui expliquait qu'il assumait que ces négociations étaient tendues parce qu'après tout, il n'y avait pas de raison que les Français continuent à subir l'inflation des produits qu'ils mangent. Est-ce que vous comprenez qu'il y a aussi beaucoup de Français qui ont du mal à remplir leur assiette? Alors plusieurs choses, parce que on observe quand même un phénomène en France, si on prend les productions les unes après les autres, un phénomène où on exporte nos produits pour en importer d'autres. Si je prends la tomate, on exporte la moitié de ce qu'on importe. Et aujourd'hui, le consommateur français, quand il achète des tomates, eh ben, dans 7 tomates sur 10, ça va être des tomates du Maroc. Et après tout, si on s'y retrouve, c'est pas grave? Non, parce qu'en fait, les prix, souvent, à l'export, ne sont pas plus élevés que les prix à l'import. Alors, donc, vous parlez du Maroc, et c'est intéressant parce que c'est aussi l'invité d'honneur de ce Salon de l'Agriculture 2025. Et pour vous, ils font de la concurrence déloyale ou pas? Eh bien, écoutez, les tomates qui rentrent en France, et notamment, ça devait être pour l'Europe, mais tout rentre en France, rentrent dans le cadre d'un accord de libre-échange. Et aujourd'hui, ces tomates, on pourrait les produire. C'est la France qui reçoit tout 100% des tomates venant du Maroc. Et pour quelle raison elle ne les produit pas? Eh bien, je pense que les investissements sont à faire. Il faut que le consommateur en soit conscient. Je pense qu'on n'a pas expliqué aux consommateurs que nous pouvions les faire. Le consommateur, lui, voit une structure qui va justement artificialiser les sols, qui va être des serres énormes. Une serre, en général, c'est 1 hectare, c'est la taille d'un terrain de foot. Et pour ça, c'est de l'énergie, oui, elles sont éclairées. Le chauffage, il est aujourd'hui naturel parce qu'on fait de la cogénération pour chauffer. On utilise des coccinelles pour ne plus avoir à traiter. Tout ça, il faut qu'ils comprennent. Et par contre, Donc là, vous vous adressez aussi à nos concitoyens. Il n'y a pas que la classe politique qui, pour vous met des bâtons dans les roues. Eh bien, tout à fait. On a quand même, pour beaucoup de projets, des bâtons dans les roues, des associations, notamment environnementales, qui pourraient croire ou qui croient que, justement, produire, c'est polluer. Sauf que si on produit pas chez nous, eh bien on produira ailleurs. Et puis finalement, c'est quelque part ce transfert qui sera aussi réalisé, et notamment la consommation d'eau. Donc laissez-nous produire, laissez-nous aussi consommer de l'eau concrètement, et arrêtez de nous empêcher de construire des méga-bassines, si j'ai bien compris. Eh bien, c'est pas des méga-bassines, mais au moins... Vous avez raison de me reprendre, c'est le terme des opposants, les méga-bassines. C'est du stockage d'eau. Les bassins de rétention d'eau, précisément. Du stockage intelligent de l'eau pour que justement on puisse ne plus continuer à perdre notre souveraineté alimentaire. Bon, vous restez toute la semaine, Véronique Le Floch, à ce salon?
Eh bien presque. Presque. Et vous retournez ensuite dans votre Finistère? Oui, Rappelez-nous bien d'ailleurs, sûr. parce qu'on entend la syndicaliste, on n'entend pas notamment ce qu'elle produit. Derrière la syndicaliste, il y a une agricultrice. Eh bien écoutez, je fais du lait, mes vaches produisent du lait en bio sur 180 hectares. Je suis avec mon mari, avec les enfants, et puis donc des petites vaches, des petites jersiaises, donc des vaches avec des petites lunettes blanches. Bah, c'est parfait. En plus, le lait breton, il est réputé pour être bon. Notamment. Eh ben, il est riche. Il est riche, on le retrouve dans le beurre. Et le beurre est pas souvent doux, on est et d'accord. voilà, et ben écoutez, ceux qui voudraient encore croire qu'il y a trop de vaches parce que justement elles émettent du méthane, eh ben non, on importe tellement de beurre. Il n'y en aura jamais assez, en tout cas, à la plus grande ferme du monde. Merci beaucoup, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. On se retrouve dans un instant, on va parler de fruits et légumes dans quelques instants et on va jardiner un petit peu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole.